Bien, alors maintenant on passe aux extensions. Donc dans les sections précédentes, donc on s'est intéressé à la motivation et l'histoire de la programmation en sur 7, de l'ASP, et on a décrit la syntaxe et la sémantique de classes de programme d'expressivité croissante. En particulier, on a regardé donc dans la classe des programmes logiques normaux, euh, avec la sémantique, on a regardé la classe des programmes logiques normaux avec la sémantique des modèles stables, et on a montré quelques propriétés sémantiques associées. Mais jusqu'à présent, on n'a pas touché du tout au domaine de la programmation de source 7. Donc dans cette section, on va approcher finalement le principal sujet de ce chapitre, de cet article, et on va montrer des extensions plus syntaxiques des programmes logiques normaux et définir leur sémantique. Et finalement, ça nous amènera à la sémantique Answer Set. Donc vraiment, la sémantique, en fait, là j'ajoute une remarque que je fais, si je comprends bien, c'est on a la base de l'Answer Set Programming, on a la sémantique des modèles stables, des programmes logiques normaux avec la sémantique des modèles stables, mais c'est pas tout à fait la sémantique de l'Answer Set Programming, des programmes qu'on va pouvoir créer avec ce paradigme de programmation. Donc, on focalise donc maintenant notre attention sur trois extensions particulières donc des programmes logiques normaux qui vont amener à la notion d'Answer Set Programming. Alors, la première extension, ça va être les contraintes d'intégrité, c'est-à-dire des règles avec des têtes vides, comme par exemple le fait que si j'ai donc la règle 9, ici, qui me dit, qui force en fait des nœuds adjacents dans un graphe à ne pas avoir la couleur red tous les deux. Donc ça me dit quoi? Ça me dit si Y est red est rouge, si X est rouge, et si X et Y est une arête de mon graphe, alors j'ai rien, donc alors en fait c'est faux. Donc je ne dois pas avoir ça. En fait, c'est étonnant. Enfin, on va continuer. Je ferai ma remarque après. La deuxième extension, c'est qu'on va ajouter une négation forte ou classique en fait dans les atomes. Par exemple, euh, single Dilbert. Par exemple, not single Dilbert. Attention, faut bien le not ici. Il est alors c'est pas tout à fait le symbole habituel en logique, mais bon, peu importe. Le not single Dilbert, il nous dit quoi? Il nous dit que Dilbert est connu comme n'étant pas célibataire. Après, c'est vraiment une affirmation. Ça va en fait au-delà du note précédent, voilà, qui était plus à interpréter dans l'esprit au départ comme ben, on ne peut pas le montrer, donc c'est faux. Non, là, on dit que c'est faux, quoi. On dit clairement que c'est faux. Et l'extension la troisième extension, c'est la notion de règles disjonctives, c'est-à-dire des règles qui autorisent la présence de disjonctions dans des têtes de règles. Comme la règle qui va dire que X est une personne, ben, ça implique que X est un homme, enfin est de sexe masculin, ou X est de sexe féminin. Avec un OU si c'est le OU classique, en logique, il est inclusif. Ici, il n'est pas exclusif. Bon, mais peu importe. Donc, pour de nombreuses tâches de représentation de connaissances importantes, ces extensions ne sont pas seulement intéressantes, elles sont complètement nécessaires, d'accord, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir encoder d'une manière
d'une manière rapide et puis exacte des problèmes, pour pouvoir modéliser de manière exacte et aussi rapide des problèmes. Donc les programmes qui permettent la négation forte sont aussi appelés des ELP, des Extended Logic Programs. Ça, c'est intéressant. Je vais surligner en bleu. J'ai pas de bleu. Je vais surligner en bleu donc les langages qu'on a au départ. Donc là, nous, on a vu pour l'instant la sémantique des modèles stables pour les programmes logiques normaux. Donc on va voir maintenant donc les Extended Logic Programs, qui eux permettent la négation forte et plus seulement la négation par défaut. Et puis alors si les ELP, si on ajoute en plus aux ELP les règles disjonctives, on obtient la classe des disjonctives ELP, aussi appelées Disjunctive Logic Programs. Et donc dans la suite, donc on va regarder, on va étudier ces extensions importantes et on va fournir la sémantique et la syntaxe des ELP et des DLP. Alors, on démarre tout de suite. Donc, section 5.1, les contraintes. Alors, donc, on ajoute les contraintes aux programmes logiques normaux. Donc, les contraintes d'intégrité vont vérifier l'admissibilité des modèles en utilisant possiblement des prédicats auxiliaires définis par des règles stratifiées normales. Alors, par exemple, la contrainte numéro 9, celle dont on disait tout à l'heure qu'elle nous permettait de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir deux sommets dans un graphe qui sont reliés par une arête et qui soient rouges tous les deux. Donc, la contrainte 9 peut être exprimée d'une manière équivalente, comme la killing clause, la règle tueuse, qui est la suivante, qui nous dit si X est red, si Y est rouge, si X est rouge, si on a une arête entre X et Y, et si on n'a pas falsity, alors on a falsity. Donc falsity, c'est quoi? C'est un atome propositionnel 9, donc il n'y a pas de lien avec quoi que ce soit d'autre. Et alors comment est-ce qu'il fonctionne ce falsity? Donc s'il y a une interprétation I pour le programme avec la contrainte 9, telle que I contient edge de AB, red de A et red de B, mais telle que falsity, l'atome propositionnel, n'est pas dans I. Alors, 10 s'applique et force falsity à être vrai. Bah oui, parce que j'ai red de A, j'ai red de B, j'ai edge de AB, et falsity n'est pas dans mon interprétation. Donc non falsity est considéré comme faux, et donc non falsity est considéré comme vrai. Donc tout le corps de la règle, ici, 10, est vrai. Donc ça veut dire que forcément je dois avoir falsity. Je dois générer en quelque sorte, ça c'est l'opérateur de conséquence immédiate qui me le dit, je dois générer falsity comme élément de mon interprétation. Mais alors I ne peut pas être un modèle du programme. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, je dois générer falsity comme étant vrai. Mais alors, pourquoi I? Eh oui, oui, ça génère falsity vrai, c'est ça. Mais comme falsity était faux
dans I, parce que facility n'était pas dans I, et ben I, ça peut pas être un modèle. C'est juste une interprétation, mais qui n'est pas un modèle. C'est pas, ça nous intéresse moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la règle 10 va tuer tous les modèles qui ne satisfont pas la contrainte 9. Alors, si on regarde la contrainte 9, alors parce que du coup, la contrainte 9, c'est celle-là. Donc, on imagine qu'on a donc une interprétation I dans laquelle on a. Alors, hop, je ressouligne ça. Et je reviens après sur ce que j'étais en train de dire. On imagine qu'on a donc cette interprétation. Donc, on a cette règle-là. Et on a une interprétation I dans laquelle on a edge de AB, red de A et red de B. Donc, on a edge de AB, red de A, red de B. Ça veut dire que la règle est vraie ici. Ça veut dire que le corps de la règle est vrai. Et si le corps de la règle est vrai et que la règle n'implique, enfin n'a pas de tête, en termes logiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais le noter, on va essayer de bien comprendre dans le détail. Donc on va reprendre notre feuille de. On a ça, et on a par ailleurs, on a edge, on a I, notre interprétation, qui contient entre autres edge de AB, red de A et red de B. Et puis peut-être d'autres trucs. Donc cette règle-là, en fait, logiquement, correspond à quoi? C'est ce corps, on a P implique Q, on a un corps implique la tête, donc corps implique tête, ça veut dire qu'on a, en termes logiques, on a non-corps ou tête. Donc on a not edge de XY et red de X et red de Y, ou, et puis une tête qui est. Alors qu'est-ce qu'on a là, justement? Quand on n'a pas de tête, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais aller voir. Donc en fait, ici, ce qui nous manque en tête, parce qu'on n'a rien, c'est le, le, le symbole du faux. Parce que soit. Parce qu'on ne peut pas mettre le symbole du vrai ici. Le symbole du vrai, ça serait le carré rempli. Dans certains bouquins de programmation logique, le carré rempli signifie que c'est vrai. Mais si c'était le vrai tout le temps vrai, bah, vrai tout le temps vrai, union, un autre truc, c'est tout le temps vrai. Donc ça peut pas être ça. Donc ça va être le symbole du faux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même enlever de toute façon, on peut même enlever toute cette partie-là. Il n'y en a pas, il n'y a pas de tête. Parce que de toute façon, la valeur de vérité de cette disjonction-là, avec le node du corps et une disjonction, le symbole faux, ça sera forcément égal à la valeur de vérité du corps. Donc effectivement, ici, ben, on voit que c'est bon. En fait, cette règle-là, la règle que je suis en train d'entourer ici, elle est effectivement vérifiée quand on a edge de AB et red de A et red de B, parce que non, tout ça, non, il y a un truc qui va pas là. Alors en fait, il n'y a pas de problème.
Simplement, donc ici, on a la formule équivalente de cette règle sans tête, c'est bien ça. C'est bien note edge de xy et red de x et red de y, union, enfin disjonction, euh, faux, ce qui est toujours faux. Donc on peut enlever cette partie-là. Et donc on voit bien que i ici, qui possède edge de AB, red de A, red de B, elle rend pas vrai, enfin c'est pas une substitution possible que de remplacer x par A et y par B. Parce que ça veut dire que du coup, euh, on a edge de xy et red de x et red de y, alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas ça. Donc globalement, c'est faux. Mais en fait, ce qui me pose problème ici, c'est que a priori, cette règle-là suffit et qu'on ait besoin d'une règle supplémentaire qui est celle-ci, que je vais copier tout de suite à côté. Qu'on ait besoin de cette règle-là. Alors, effectivement, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit si jamais j'ai pas falsity dans i, ça veut dire que notre falsity, selon la sémantique qu'on a utilisée jusqu'à présent, est considéré comme faux, et donc le corps est faux, et donc la règle est vraie. Non, pardon, je dis des bêtises. Falsity est faux, donc notre falsity est vrai, et donc le corps est vrai, et donc on doit avoir falsity vrai dans notre modèle, enfin dans tous les modèles. Mais en tout cas dans tous les modèles pour lesquels le corps, qui vérifie le corps de la règle. Mais comme dans I, il n'y a pas falsity, ben, I ne peut pas être un modèle. Donc I est juste une interprétation qui empêche en fait les cas où on a edge de xy, red de x et red de y, avec des valeurs pour x et pour y. Alors, d'accord, ça clairement, ça montre ça. Après, je ne comprends pas bien pourquoi la première règle ne suffit pas, finalement. Puisqu'on a vu que c'était déjà faux et que donc un modèle d'un programme, c'est un modèle dans lequel toutes les formules du programme sont vraies. Et là, cette formule-là de règle sans tête, elle est vraie. Enfin, elle est fausse, pardon, dans cette interprétation-là. Donc, I, de mon point de vue, ne peut pas être un modèle. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de rajouter ça. Bon, ça nous sera peut-être expliqué par la suite. Donc voilà pour la première contrainte.